La suite de Matin d'Éden de ce jour avec Laurent Roland Todoniquez. Laurent, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par le quotidien Fraternité qui affiche ce matin importation des marchandises en direction du Niger. Le port de Cotonou lève la suspension. Enfin, sa suspension. Oui, c'est une bonne chose que de lever cette suspension qui faisait état de ce que les importateurs ne pouvaient plus commander, en tout cas commander des produits qui en direction du Niger qui devaient passer par le port de Cotonou. C'est bien beau de lever cette suspension. Mais dans l'application, dans l'exécution, dans la suite de cette suspension qui est levée, qu'est-ce qui est prévu? Parce que si on lève la suspension, d'accord, les gens peuvent commander les produits et demander que ça passe par le port de Cotonou. Mais pendant que nous savons très bien que la frontière entre le Bénin et le Niger reste fermée, pourquoi alors prendre telle décision, lever une telle suspension? Cette suspension levée devait être précédée, je pense, de l'ouverture de la frontière entre le Niger et le Bénin d'abord, et ça va faciliter les choses. Il y a des camions qui sont encore à la frontière. Vous demandez que vous êtes resté dans votre logique, vous avez interdit en tout cas l'importation des produits à destination du Niger et autres. Et puis finalement, vous levez cette suspension sans pour autant ouvrir la frontière pour permettre à ce que les camions circulent pour aller livrer les marchandises dans ce pays. Donc je pense qu'il y a un problème. Cette suspension levée souffre d'insuffisance à mon avis. Il va falloir travailler dans les plus brefs délais à opérer en tout cas l'ouverture des frontières du côté du Niger, et ça va faciliter ce qui est pris comme décision ici. Autrement, les gens vont demander que leurs produits passent par le port de Cotonou, mais les marchandises seront encore bloquées. Et qu'il vous souvienne que quand on prenait cette décision, on disait que les produits qui sont à destination du Niger et autres, qui sont au port de Cotonou, il fallait les écouler sur le marché local. Donc ça fait un problème et un manque à gagner pour certains opérateurs économiques. Donc, si on reprend, on lève la suspension maintenant, est-ce que dans le fonctionnement, dans la réalité des choses, est-ce que ça va faciliter quelque chose? Je ne pense pas. Donc il faut d'abord travailler à ouvrir les frontières. C'est la seule condition pour que cette suspension levée ait un effet assez favorable, assez en tout cas profitable pour les opérateurs économiques, pour les importateurs. Quand on se rappelle des propos du chef de l'État le jeudi dernier, donc il y a une semaine très exactement, face aux députés à l'Assemblée nationale sur justement la nouvelle position du Bénin face au Niger et face aux jeunes au pouvoir dans la sous-région de manière générale, est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire que là, quand même, c'est un premier pas? Moi, je ne prends pas ça comme un premier pas. Et je suis formé là-dessus. Et c'est mon avis. Et j'assume. Je dis, en réalité, le premier pas aurait été d'ouvrir la frontière d'abord. C'est un premier pas. Et non, ce n'est pas un premier pas. Parce que dans la suite du processus, justement, peut-être qu'on en viendra à les marchandises qui sont bloquées aux frontières depuis un moment, et les problèmes que les opérateurs économiques ont au niveau de la frontière depuis un moment, il faut chercher à régler ce problème d'abord avant de penser à une solution B. Moi, je pense que le premier pas, j'insiste là-dessus. C'est pourquoi quand le chef de l'État disait que oui, ce qu'ils attendent, que la communauté internationale attend que la junte fasse justement le premier pas, se prononce. C'est tout à fait normal. Non, tout à fait normal. Mais le problème, c'est que quand on parle de communauté internationale, on parle de qui en réalité? Et quelles sont les conditions mises sur la table par la communauté internationale? Si les conditions qui sont mises sur la table par la communauté internationale n'arrangent pas le Niger, le Niger ne sera pas ouvert à toute négociation. Vous avez entendu, comme moi, le discours. Je suis sûr que vous avez fait l'effort de réécouter le discours parce que le jeudi dernier, on ne s'entendaient pas réellement. Mais justement, je reviens sur la même chose. Donc, vous avez réécouté le discours du chef de l'État. Et je suis sûr que vous avez également suivi l'entretien que Jeune Afrique a accordé au ministre des Affaires étrangères, qui a été clair sur le fait que oui, les exigences justement de la CEDEAO sont en réalité, comment dire, utopiques. Et donc aujourd'hui, le Bénin est conscient de ce qu'il faut changer de fusil d'épaule.
Mais Et si je pense vous êtes qu'on y est. si Et le, je pense si qu'on le y Bénin, est. Donc, on est dans un processus. si le Bénin est conscient qu'il Donc faut changer aujourd'hui, le fusil d'épaule, on est dans un processus. Donc ça, c'est un premier pas. c'est ce que je vous dis en réalité. Si le Bénin Donc, a conscience, encouragez ce premier non, pas je plutôt que n'encourage pas. de tout peindre en Je noir. n'encourage pas. Parce Je que ne j'ai paie pas. l'impression que vous payez tout en Non, noir je ce ne paie matin. pas en noir, justement. Peut-être c'est l'impression que vous Oui, avez. c'est l'impression que ça donne. Oui, ce que je dis, c'est très simple. Si le Bénin change de fusil d'épaule, la dernière réunion de la CEDEAO, le Bénin aurait pu mettre sur la table pour dire, cette situation-là, pour dire, les frontières fermées du côté du Bénin avec le Niger ne nous favorisent pas. Mais quand on laisse les frontières fermées et qu'on vient dire qu'on tend la main et qu'on veut négocier, alors qu'en réalité, les gens souffrent dans une certaine mesure, je pense que le premier pas aurait été, OK, d'accord, nous ouvrons les frontières pour vous, et nous vous donnons un moratoire. Si le moratoire vient à expiration et que vous ne respectez pas tel engagement, nous serons au regret de refermer les frontières. Moi, je pense que l'idéal aurait été ça. La preuve, quand on dit qu'on lève la situation au port autonome Cotonou, d'accord, si vous êtes opérateur économique, que vous commandez les marchandises et que ça ne vient pas le port de Cotonou, que vous dédouanez, que vous prenez la route de Niger, vous voulez passer par où pour aller au Niger, ça ne passera pas. C'est de ça que je parle. Donc ce n'est pas le dire comme ça et demander au gouvernement béninois de revoir sa posture. Ce n'est pas peindre en noir en réalité. En fait, c'est pour leur rappeler que si quelque part il y a manqué quelque chose, je le leur rappelle pour dire, le premier pas aurait été aller ouvrir les frontières, deuxième pas, lever la suspension, troisième pas maintenant, chercher à rentrer en discussion avec les gens. Vous vous doutez bien que si les choses fonctionnent telles que vous les décrivez, vous vous doutez bien qu'au sein de l'appareil, on sait que les choses fonctionnent ainsi. Donc quand on sait que les choses fonctionnent ainsi et qu'on prend ces décisions, c'est parce qu'en amont, on y a vraiment réfléchi. Et donc on attend un pas du côté justement de la junte. Donc on fait ce premier pas, attendons peut-être qu'il y ait une réaction. Et si la réaction, elle suit l'ordre normal des choses, forcément, du côté du Bénin, on poursuivra le processus. J'ai comme l'impression que vous ne suivez pas le fonctionnement de la CEDEAO depuis des années. Là, on parle du Bénin. On ne parle plus de la CEDEAO prend les décisions et les pays suivent la décision. Mais la plupart du temps, la CEDEAO est la première institution à se désengager à des moments donnés à cause des intérêts de je ne sais qui. Oui, mais laissons la CEDEAO, parlons du Bénin et de la nouvelle position du Bénin. Et du coup, ça met les pays en difficulté. Et c'est en cela que nous retrouvons le Bénin aujourd'hui. Justement. Le Bénin se retrouve en difficulté en suivant à la lettre ce que la CEDEAO a décidé. Justement. Et je dis, quand c'est comme ça, prenez-vous des dispositions pour mieux être apprécié par la junte au pouvoir ou les Nigériens. J'ai envie de vous entendre dire, Laurent, ce matin, qu'il faut que la junte aussi fasse un pas. C'est important de le dire. C'est important de le dire, Laurent Roland Tonekes. Vous savez, il y a des non-dits dans ce dossier. Bien sûr qu'il y a des non-dits. Et que les gens ne veulent pas mettre sur la table la place publique. Oui, et que vous ne mettrez pas sur la table d'ailleurs. Et que vous ne mettrez pas d'ailleurs sur la table ici. Mais pour vous dire quoi? Pour vous dire que ceux qui disent qu'il faut que la junte se prononce savent très bien ce que la junte veut. Et la junte sait bien pourquoi les autres font ça. C'est pourquoi je vous dis, première chose, allez ouvrir les frontières pour les opérateurs économiques. Ce n'est pas la junte qui souffre, c'est les opérateurs, les citoyens nigériens, les citoyens béninois qui souffrent. La junte aussi souffre quand même, Laurent. Allez, sur le sujet Nouvelle Dynamisme Info, pardon, écrit ce matin, nouvelle position dans la crise au Niger, le Bénin capitule là où ça l'arrange. Oui, mais parce que le port, on a beau nous dire, sortir un rapport pour dire que les ressources au niveau du port autonome de Cotonou ont augmenté dans une certaine mesure, mais tout le monde sait. Moi, il y a un compatriote qui est du côté de la France qui m'a écrit hier pour dire, mais écoute, quand il fait un moment, j'étais à Alada, je m'assois au bord de la voie pour compter le nombre de camions. En tout cas, que ce soit en journée ou dans la nuit, le nombre de camions qui vont en direction du Nord Bénin, notamment les pays de l'Interland. Je me rends compte qu'il y a une masse, en réalité, le Bénin gagne beaucoup d'argent. Mais qu'aujourd'hui, il est venu en vacances au Bénin, il a essayé de voir un peu pour voir comment ça se passe, surtout avec cette crise du Niger. Il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de difficultés. En tout cas, les camions ne circulent plus comme avant. Beaucoup de camions ne circulent plus comme avant. Pour vous dire quoi, il y a certainement une baisse des recettes au niveau du port autonome de Cotonou. Qu'on le veuille pas, il ne faut pas que quelqu'un vienne nous faire croire ici que malgré cette situation avec le Niger, que tout va bien. Et sachant que le Burkina Faso a une frontière avec le Togo, beaucoup de Burkinabés ont commencé par adopter le port. C'est vrai qu'il y en a certains parmi eux qui ont adopté le port de Cotonou, mais qui ont dû se retourner vers le port de Lomé à cause de la situation avec le Niger. Parce que n'oubliez pas que c'est les pays qui se soutiennent, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Donc,
quand on regarde tout ça et quand on regarde les pertes que nous avons au niveau du port de Cotonou, il y a nécessité de revoir cette position. Et je trouve que en la matière, le gouvernement béninois est en train de capituler. Ce qu'on disait depuis, ils auraient pu le faire. Et là, on ne serait pas en train de voir cette image. Malheureusement, qu'ils ne nous en ont pas. On capitule. Alors, après avoir montré nos muscles pour montrer que on pouvait appliquer les décisions de la CEDEAO, on est fort. Mais ne vaut-il pas mieux tard que jamais, Laurent Roland Tononiquès, ne vaut-il pas mieux aussi suivre la discipline de groupe face à ce genre de situation? Quand on sait que ce en quoi on s'engage là n'est pas profitable à long terme, on ne le fait pas. Oui. En tout cas, Dynamisme Info estime donc que le Bénin s'est capitulé là où eh bien, ça l'arrange. Sur la question... Vivement que la partie nigérienne soit davantage ouverte pour que les échanges commerciaux continuent ou reprennent entre les deux pays. C'est tout souhait pour les Béninois. C'est ce qu'il lui fallu dire depuis le début, en fait. Non, j'ai dit, non, c'est ton souhait. Oui, parce que l'autre partie est maintenant campé sur sa position. C'est déjà bien de tenir ce discours, Laurent Roland Tononiquès. C'est ce discours qu'il fallait tenir depuis le début. L'administration portuaire, en tout cas, s'est expliquée par rapport à cette décision, précisant qu'il ne s'agit pas de la levée des sanctions de la CEDEAO. C'est une décision donc interne au port autonome de Cotonou et donc propre au Bénin. Il s'agissait pour eux, entre autres, de désengorger un peu le port par rapport aux marchandises en destination. Donc vous me comprenez maintenant? Oui. Vous me comprenez maintenant? Parce que le port dépend du gouvernement béninois. Le port attendez, si le port prend une telle décision, en réalité, le gouvernement devrait en amont ouvrir les frontières. Si le gouvernement n'est pas prêt à ouvrir les frontières, cette décision est à rapporter dans une bref délai. D'abord même, aujourd'hui, normalement, avant midi, on devait rapporter cette décision pour dire ça, ce que vous dites là. Non, parce que vous voulez mettre en difficulté les opérateurs économiques nigériens et béninois. Vous voulez mettre en difficulté les transporteurs. Parce que quand vous dites ça et que vous n'êtes pas prêt à ouvrir les frontières et que vous demandez aux opérateurs économiques de commander leurs marchandises par le port de Cotonou et que les marchandises viennent et que vous savez très bien que ce n'est pas facile d'aller au Niger, vous mettez les opérateurs économiques en difficulté. Alors, quelle est la stratégie, Laurent Roland? Quelle stratégie, quelle est l'idée derrière? Ça s'appelle de la stratégie. Mais vous dites que le DG Port, le port s'est exprimé pour dire que ce n'est pas une décision qui concerne la levée. Oui, ça ne concerne pas la levée. Mais on ne serait pas une décision interne qui engage les intérêts des concitoyens. Ce n'est pas possible. On doit tenir compte de leur bien-être, de leur réussite dans leurs affaires. Fraternité écrit importation des marchandises en direction du Niger. Le port de Cotonou lève sa suspension de la parole aux actes. Retour à une coopération de bon voisinage, c'est ce qui est souhaité en tout cas. C'est ce qui est souhaité. Puis plaidoyer pour l'envoi d'une mission officielle béninoise à Niamey. Oui, normalement, il faut envoyer, je l'ai dit, il faut envoyer une mission officielle à Niamey. C'est vrai que les autorités nigérianes ne se sont pas encore prononcées sur ceux qui devaient aller intervenir au Niger par rapport à la crise, discuter avec la junte au pouvoir. Mais je pense que s'il faut mettre à contribution les têtes couronnées, s'il faut mettre à contribution les leaders religieux dans cette crise pour que ceux-ci parlent, parce que la junte, désormais, à cause de la situation, a adopté une position et ne veut pas fléchir dans une certaine mesure. Donc il va falloir mettre dans la balance d'autres composantes de la nation qui pourraient parler entre, en tout cas, leaders religieux. Pourquoi pas l'Union islamique du Bénin, par exemple, choisir des têtes de l'Union islamique du Bénin qui pourraient aller voir l'Union islamique du Niger, discuter entre leaders religieux pour ramener la balle à terre. Je pense qu'à l'étape où nous sommes en politique, ça semble échouer d'avance. Ça semble, je ne dis pas que ça va échouer, mais ça semble échouer d'avance parce que quand on regarde la position des deux côtés, quand vous suivez très bien... Soyons positif. Non, mais je ne suis pas négatif. J'ai bien dit, ça semble échouer. Et d'ailleurs, quand vous regardez les prises de parole de Tchiani du côté du Niger, que vous le suivez très bien, vous vous rendez compte qu'il n'est pas prêt à lâcher, en tout cas, parce que tellement il a été déçu ou choqué par rapport aux décisions appliquées par le Bénin, notamment qui viennent de la CEDEAO. Tellement le Bénin a été choqué aussi par son coup d'État, tellement la communauté internationale a été choquée par son coup d'État qu'on ne saurait admettre, qu'on ne saurait, comment dire, approuver. Laurent Roland Tononiquès, les coups d'État sont à condamner. Les coups d'État sont à condamner, absolument, à décourager. Absolument. On ne doit pas souhaiter ça. Absolument. Mais dès lors que ça intervient... Donc on ne peut pas faire un coup d'État et s'attendre à ce que la communauté internationale applaudisse.
c'est impossible. On ne peut pas faire un coup d'État au Niger et s'attendre à ce que le Bénin applaudisse. C'est impossible. Quel que soit le régime en place, c'est impossible. La réaction du Bénin sera toujours la même réaction, quel que soit le pouvoir en place. Il faut condamner. Il faut condamner. Et après, chercher les moyens de collaborer. Derrière les sanctions et qui dictent les sanctions à certaines organisations de la sous-région sont les mêmes puissances qui applaudissent et encouragent le coup d'État dans d'autres pays. En avez-vous seulement les preuves, Laurent Roland-Anthony Allez, dans un autre registre, c'est mieux qu'on parle d'un autre sujet. Allez-y, c'est mieux. Qui défrait la chronique aussi depuis hier, mais bon, c'est plutôt dans un autre contexte carrément. Il s'agit du décès du président du CES, Augustin Tabek-Bian. Le grand jury précise qu'il a tiré sa révérence à 4 h du matin hier. Oui, repos à son âme. Condoléances à sa famille, à sa famille biologique, à sa famille politique, au conseil électoral, pardon, conseil économique et social. Paix à son âme. Je ne le maîtrise pas, c'est vrai. Le bon patriote écrit les 4 vérités ce matin, décès du président Augustin Tabek-Bian. Qui est Augustin Tabek-Bian? Le bon patriote. Puis ABT qui exprime ses condoléances, enfin les condoléances du BR à la famille Bian. C'est l'occasion de revenir un peu sur eh bien, cette institution qu'est le Conseil économique et social. Bien souvent, on se demande à quoi est-ce qu'il sert concrètement. Laurent Roland-Anthony Non, on a eu dit d'ailleurs qu'à un moment donné, il a failli être... non, si la révision de... Oui, enfin, je parle de l'institution. La révision de 2007 était opérée, c'est 2017, hein, je crois, pour la... comme vous appelez, la 7e législature, au moment où le chef de l'État voulait la révision pour mettre dans la Constitution le mandat de 5 ans, il y avait aussi des institutions comme le CES qui devaient disparaître. Bon, c'est tellement... Après, comme ça a échoué, cette révision, je suis que les responsables du CES sont rentrés dans les coulisses et ont dû négocier pour leur suivi. Je dis n'importe quoi, mais bon. Et fort heureusement pour eux, l'institution n'a pas disparu. Après la révision notamment opérée en 2019 ou 2018. 2019. Donc voilà un peu, je crois que dans une certaine mesure, cette institution se charge de suivre un peu les politiques de développement sur le plan social et économique. Normalement, sauf erreur de ma part, toute réforme devait être soumise... Oui, ça constitue une sorte de... Enfin, c'est comme le nom l'indique, c'est un conseil. Oui, voilà. Donc pour voir en quoi ces réformes arrangent les populations dans une certaine mesure. On a comme l'impression que c'est une institution budgétivore. Non, c'est pas ça, parce que le CES est composé de pratiquement toutes les composantes. Vous avez les artisans, vous avez les artistes, vous avez les fonctionnaires de l'État, en tout cas les opérateurs économiques qui sont représentés et qui discutent sur les questions. Donc quand il y a des propositions où on leur soumet ça, ils donnent aussi leur avis normalement avant qu'on ne puisse passer à la validation. Sauf que, est-ce que ça se fait tout le temps? Allez, ceci fait l'actualité depuis le week-end écoulé. Il s'agit des propos du chef de l'État, précisant que tout choix de candidat pour la présidentielle de 2026 devrait avoir, eh bien, on va dire quoi, l'aval des partis politiques. Laurent Roland-Anthony sur la question. Beaucoup de réactions, notamment celle de Ferdinand Lawson, par exemple, qui estime qu'il y a matière à redire. Oui, Ferdinand Lawson, je crois que c'est cet avocat au barreau de Lyon, c'est un Béninois bien évidemment, mais avocat au barreau de Lyon, qui avait créé un mouvement politique pour aller aux élections présidentielles de 2016, qui a voulu aller aux élections en 2016 et qui n'est plus allé aux élections. Après, a voulu sous le soutien du PRD, il a eu son QG du côté de Bénin Marina Hotel dans une certaine mesure, tout comme un certain Bertin Corby à un moment donné, et ça ne lui a pas marché. Et il continue de se prononcer pour dire sur la scène politique. Moi, je pense que cette question de candidat issu des formations politiques, nous avons eu l'expérience malheureuse de 2021, où nous avons un chef de l'État élu en exercice, mais qui n'est pas d'une formation politique.
Mais dans la réforme, c'est les mêmes qui nous avaient dit que le chef devrait être issu d'une formation politique. Mais je remarque que celui qui nous dirige aujourd'hui depuis 2021, comment vous appelez, est élu sans être membre d'une formation politique. Il y a 5 qui l'ont soutenu, 5 formations politiques qui l'ont soutenu. À aucun moment, celui qui nous dirige nous a dit qu'il est membre de l'IP Le Renouveau, ou l'UBR, ou le Mouet Bénin, ou UDBN, ou PRD. Donc, et vous connaissez bien l'histoire. C'est notre ami Corentin Corroué et René Agosa, dont le parti n'était pas constitué. RLC n'existait nulle part, dans aucun registre de l'État, en tout cas au ministère de l'Intérieur en tant que formation constituée. Mais ils sont allés aux élections. Et donc, attendons de voir si ce que dit le chef, pour une fois, ça va être réellement exécuté, mis en pratique, en application en 2026. Maintenant, là aussi, est-ce que ce n'est pas un piège pour empêcher des gens d'aller aux élections? Parce que fondamentalement, si vous êtes candidat, que vous réussissez à réunir les parrainages en temps normal, vous devez pouvoir aller aux élections. Et je suis sûr que dès lors, en tout cas, dans la perspective de 2026, ceux qui devraient aller aux élections, c'est que les parrainages doivent être signés par les présidents du parti. Et là, déjà encore, on reprend aux élus leur liberté. Quel est le plan derrière? Qu'est-ce qui se prépare? Allez, il s'agit plutôt du docteur Henri Médrid qui parle justement dans les colonnes de Dynamisme Info ce matin des forces et faiblesses. D'accord, de l'option du choix des candidats à la présidentielle laissée aux soins des partis politiques. Laurent Roland Tonriquez, Ferdinand Larsson, président du parti MRLD Bloc Centriste. Par contre, oui, lui réagissait par rapport... parti non constitué. En tout cas. En fait, qui existe. C'est mon ami, hein, mais je me permets de le titiller. C'est un parti virtuel, malheureusement, parce que il ne s'est pas conformé à la réforme des sympathisants. Le parti, c'était un mouvement d'abord, et puis il a transformé en parti. Il reste loin du Bénin pour faire ses... Alors, lui, donc, par contre, réagissait par rapport à la démarche du parti LD, donc les démocrates, quant à la libération de Rekia Madougou, quant à leur volonté, en tout cas, de voir donc libérer Rekia Madougou et Joël Aïvor. C'est dans les colonnes de la cible de l'info. Et il montre vraisemblablement la voie à suivre pour la libération des deux concernés. Oui, c'est un avocat, comme je l'ai dit, c'est un avocat qui a assez d'expérience. C'est quelqu'un qui a déjà au-delà de 70 ans, sauf erreur de ma part. Donc, c'est tellement... Il a eu des conseils à donner aux démocrates pour leur montrer comment procéder pour avoir la libération de Rekia Madougou et de Joël Aïvor. J'espère bien que lui aussi sera écouté par ceux qui doivent agir. Sur la question de 2026, le Matin Libre écrit ce matin, les libérations des détenus et retour des exilés, l'alternance en 2026, la seule option, c'est une interrogation. Oui, alternance en 2026, oui, parce que si en réalité, ceux qui sont là n'ont pas envie de partir, ça complique les choses pour Rekia Madougou, Joël Aïvor et consorts. Si ceux qui sont là n'ont pas envie de partir, j'insiste là-dessus, ça complique les choses pour eux. Parce que j'ai dit une bêtise ici, on s'entendait sur une sorte de compromis. C'est une bêtise, hein, je le précise. Compromis pour leur dire, vous sortez et puis nous on continue. Oui. Pas évident. Je crois que dans cette perspective, il y a des gens qui sont campés sur leur position et qui nous n'accepteront pas des compromis pour autant. En tout cas, nous sommes encore sur... D'ailleurs, c'est très anticonstitutionnel ce que je viens de dire. Voilà, nous sommes sur... Je précise que c'est une bêtise. Nous sommes sur un terrain politique, mais tout est possible avec les acteurs politiques. Hein. Mais la tendance en 2026 pourrait les aider parce que dès qu'on aura un autre courant au pouvoir en 2026, ça pourrait faciliter la tâche à ces personnalités politiques qui sont soit en prison ou soit en exil. C'est peut-être la prière qu'ils doivent faire tous les matins maintenant, espérer cela, parce que le chef a suffisamment montré qu'il ne changera pas d'avis et de position. On attend de voir si... En tout cas, on attend de voir si avec la conférence épiscopale, ce qui va se décider, est-ce qu'il va écouter au moins ces personnes.
On attend de voir. Mais bon, connaissant le prototype, il faut avoir de l'espoir, mais pour autant, en même temps, être là, appris comment dire, à dire, bon, on oublie tout, dès que ça passera, et il changera d'avis. Ce qui ne passera pas, c'est le choix des présidentiables donc, par les partis. C'est le vœu du chef de l'État. Il a clairement signifié au détour de cet entretien exclusif avec les confrères du service public le week-end écoulé. Dynamisme Info, réagissant par rapport au sujet, écrit argent et influence des réseaux, deux déterminants. S'agissant du choix justement de ces présidentiables par les partis. Êtes-vous du même avis? Oui, il y a les lobbies qui comptent dans le choix des présidentiables, dans une certaine mesure. Il y a je connais quelqu'un qui est en train de courir déjà en Afrique australe. Je ne citerai pas son nom, n'attendez pas à ce que je vous donne son nom. Il fait le tour de l'Afrique australe. Il a rencontré des personnalités. Donc, même si officiellement parlant, il n'appartient pas pour autant à une façon politique, il fait le tour pour mobiliser les ressources. Donc, il y a les réseaux, chacun a son réseau. Il y a le réseau Patrice Talon qui certainement va financer quelqu'un de la mouvance présidentielle ou même aller piocher au niveau de l'opposition pour créer la confusion. C'est possible. Mais il y a d'autres qui vont se tourner vers l'extérieur, qui vont avoir leur réseau. Et leur réseau aussi, qui ont peut-être la possibilité de s'imposer aux autorités locales dans une certaine mesure. Donc, il y a tout ça. Mais en dehors de ça aussi, il y a l'argent. Parce que malheureusement, là-bas, les gens ont mis la barre tellement haut. On nous dit que l'argent ne circule pas plus dans les élections. Je ne veux pas parler. Parce que je sais moi, je suis un homme de terrain. Et ceux qui dépensent l'argent savent que je sais qu'ils dépensent de l'argent. Moi, j'ai vu dans une élection en 2020, les gens, en 2021, une autorité remettre un sac rempli de billets de 500 francs à une autre pour aller distribuer. Ça s'est passé au Bénin. Après, ça dépend de la taille du sac parce que... Je vous dis, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, c'est énorme. C'est les premiers qui vous disent, que l'argent ne circule plus. Oui. Et ils savent, je ne vais pas citer le nom d'autorité, mais l'autorité, si elle me suit, c'est que j'ai vu et c'est que je connais. Donc pour vous dire quoi, au-delà de ce qu'on dit, l'argent ne circule pas, c'est du leurre. Donc oui, l'argent sera un déterminant. Oui. On parle des réseaux sociaux aussi, enfin, Dynamisme Info parle des réseaux sociaux aussi. Des réseaux. Des réseaux, tout simplement, oui. Des réseaux. Oui, les réseaux, c'est ce quoi les réseaux. C'est pourquoi c'est de ça que je parle des réseaux. Ok, d'accord. Les réseaux, c'est les lobbies en réalité. Les lobbies, oui. Oui, parce que quand on voit les gens susciter la candidature d'Olivier Bokor, c'est un réseau qui est derrière. Et quand le chef nous dit qu'il ne sait pas si Olivier Bokor sera candidat et que dans le même temps, c'est lui qui a sanctionné son ministre des Sports pour avoir fait une déclaration. Je ne comprends pas. Si c'est votre ami... Non, c'est une question logique. Quelle logique? C'est une question logique qui est propre à Patrice Talon. Vous avez votre ami qui fait tous les voyages avec vous, qui vous côtoie. À moins que ces derniers temps, il ne soit plus dans les délégations officielles, mais qui sera... Non, je pense qu'ils étaient ensemble au Nigeria et même pendant cette période, avant la période déjà, on entendait parler de la candidature de Olivier Bokor. Oui, mais c'est ce que vous dites. Ce qu'essaie de dire le chef de l'État. Vous savez, souvent, on a tendance à prendre les propos au premier degré. Enfin, c'est comme ça, moi, j'analyse les choses. Et bon, je comprends. Il faut bien que l'on parle, hein, quand le chef de l'État sort, il faut bien qu'on réagisse par rapport à ses propos. Je vous suis. Peut-être qu'il s'agit tout simplement pour le chef de l'État de dire oui, officiellement, je ne suis pas informé. Officiellement, je ne suis pas informé. Donc, il attend d'être officiellement informé. Encore que, comme il a dit, c'est au parti de décider, au parti politique de décider qui sera candidat ou pas. Donc, le chef de l'État tient des propos qui ne sont pas à prendre forcément au premier degré. Après, si son ministre va prendre fait et cause pour la candidature précoce d'un éventuel candidat, on peut comprendre que oui, là, il puisse taper du poing sur la table et dire non, nous n'y sommes pas encore, ce n'est pas encore le moment, il y a une discipline de groupe à respecter. Donc ça répond à une certaine logique de Patrice Talon.
Merci, Bon, je ne suis pas dans la tête de Patrice Talon. Merci pour vos Mais explications. je ne suis pas dans la tête de Patrice Talon. Est-ce que vous ne voyez pas que là, c'est une stratégie pour bénir le peuple? Ben oui, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Donc en politique, on ne prend pas tout au premier degré. Qu'on ne le veuille pas, on connaît Patrice Talon, Olivier Boka comme ami intime de Patrice Talon, l'homme de Patrice Talon, l'homme de main de Patrice Talon. Et donc, s'il en arrive qu'il enlève son ministre des Sports parce que celui-ci, publiquement, aurait pris faire cause pour Olivier Boka, encore qu'il a la possibilité, il a la possibilité de dire à Olivier Boka de dire à ces éléments d'arrêter cette affaire de suscitation, sachant qu'on sait très bien qui finance les opérations de suscitation. Vous les connaissez? Mais ils le connaissent, ils le savent très bien. Je ne vais pas citer non. Donc pour vous dire quoi? Mais vous nous cachez beaucoup de choses finalement. Non, pour vous dire quoi? Après, c'est pour vous dire que le chef de l'État ne veut pas de Olivier Boka et que les deux ne s'entendent pas pour monter la côte de Olivier Boka. Bon, j'attends de voir les Béninois trancher en 2026. Allez, on parle toujours politique, Laurent Roland Toniquès avec Dabarou, à présent, qui propose un bilan annuel au Bénin, les 10 personnalités qui ont le plus fait bouger l'arène politique béninoise. Et la une s'affiche et on découvre les photos. Un certain Thomas Boniaï, le président de la République, Patrice Athanas Guillaume Talon, indiscutable. Alors oui, le Boniaï indiscutable, il a bougé, on a vu un peu partout. Patrice Talon, président de la République, c'est normal, qui se retrouve parce qu'il était au cœur des débats également. Et donc, ce mois de décembre d'ailleurs, il était au centre de toutes les discussions. Mais qui Madougou, qui, même bien qu'étant en prison, ne cesse de nous prodiguer des conseils et ces tribunes qui sortent au fur et à mesure. Je crois que c'est une dame qu'il faut encourager parce que je crois qu'au-delà de tout, elle ne se laisse pas abattre. Elle est assez forte dans la tête. Je crois qu'il faut vraiment la féliciter et lui souhaiter tout le meilleur, notamment pour 2024. Espérer que le pardon entendu par les Béninois soit accordé. Alors l'autre qui est agonisant politique, qui saute sur toutes les occasions et qui veut se prononcer. Vous parlez d'un professeur titulaire de chaire. Professeur titulaire de chaire, je ne sais pas où il enseigne, peut-être qu'il enseigne dans les champs d'Ignama Parakou, le droit peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que Balanci en fait de trop ces derniers temps. Il en fait de trop. Il faut, si le chef de l'État n'est pas en mesure d'interpeller ce soutien-là pour dire arrête avec les mots que tu utilises. Si ça fonctionne, tu n'es pas en mesure de l'interpeller pour dire d'arrêter avec les mots qu'il utilise, je crois qu'il faut deux personnes pour le lui dire. Il en fait de trop, il utilise des propos à la limite orduriers, à la limite. Ce n'est pas bien pour quelqu'un qui a été maire, qui a été député. Nous avons une génération qui nous suit. Il y a les jeunes qui suivent ce qu'il dit et ce n'est pas bien. C'est pas parce que vous avez une fois, à cause de Boniaï, ça sorti à parcours, perdu les élections, que vous n'avez pas été élu, que vous allez le traiter de tous les noms, ce n'est pas bien, ça ne l'honore pas. Je pense que s'il y a des gens qui nous suivent, que surtout les têtes couronnées, qui disent c'est qu'il en fait du trop, qui se calme, tout le monde sait qu'il est agonisant politique. Mais à lui, s'il continue comme ça, il risque de conduire. En tout cas, sa vie politique sera bientôt à la morgue et sera inhumée. Parce que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Alors, le prochain, c'est Richard Boniworou. Il faut préciser, elle sera inhumée, la vie politique. La vie politique, oui, d'accord. Oui. Pas le... Non, mais c'est ce qu'il a dit. Oui, bien sûr, parce que sa vie politique sera oui, parce qu'après, quand vous dites il sera inhumé, on peut... Bon, ok, d'accord, c'est une erreur. Donc sa vie politique sera bientôt à la morgue et bientôt inhumée. Et il sera, lui, personnellement, parce que quand la vie politique est inhumée, c'est que lui, personnellement, il disparaîtra. On ne le reconnaîtra plus. Politique. Voilà. Bon, donc il y a Richard Boniworou qui a créé le libéral, qui prend parfois des positions assez mitigées, qui parfois apprécie ou désapprouve les actions du gouvernement. Et on le voit apparemment, on a vu qu'il a mis en place un projet pour financer les jeunes. Et il donne de l'argent aux jeunes. Oui, je crois que 50 000 ou 100 000 qu'on donne aux jeunes pour commencer une activité, c'est à saluer. Maintenant, on attend de voir s'il veut être candidat en 2026, encore qu'il n'est pas membre d'une fonction politique en État. Peut-être qu'il est bailleur, mécène d'une fonction politique. Et qui ne se déclare pas pour le moment. Parce qu'on l'a vu soutenir, par exemple, le parti des démocrates quand la formation avait lancé, je pense, un téléthon. Oui, justement. Dans le cadre législatif. Voilà, donc on attend de voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'il a une histoire, il avait une histoire avec le régime de Boniaï parce que c'est au cours de ce régime qu'il avait des démêlés avec la justice dans une certaine mesure. Et il a raconté, j'ai suivi l'histoire, j'ai lu l'histoire une fois sur sa page Facebook. Donc après lui, je crois qu'il y a, comment vous appelez la une va s'afficher à nouveau. Son nom m'échappe. On a vu
Oui, alors, Ce visage, ça. Oui, ça, je ne connais pas. Par contre, Joseph Ifame Diogbenou, oui. Oui. Président UPR. Le démissionnaire de la Cour constitutionnelle, Oui. devenu président de l'UP Le Renouveau, Oui. qui dit vouloir aller aux élections à tout prix, même s'il y a une autre candidature qui est suscitée au sein de sa formation politique. À quel moment a-t-il dit qu'il voulait aller aux élections à tout prix? Bon, écoutez. Et via quel canal? Vous n'avez pas l'information. Voilà. Bon, je vous donne l'information. Parler des informations officielles. Non, c'est... Attendez, il y a des choses que je dis, que j'assume. La preuve, je l'ai dit la dernière fois devant, comment vous appelez, l'honorable Messante Diego, je l'ai dit, donc moi, je le dis. Et je sais que Diego ne se prépare pas les élections présidentielles. Il le dit, donc ne soyez pas... Il sera candidat. Il sera... de l'UPR, c'est ça? De l'UP Le Renouveau. D'accord. Et c'est pourquoi il dit quand bien même l'autre est suscité tout le temps, on attend de voir la suite. Peut-être que sa candidature sera finalement portée par le BR. Pas une autre formation, il y a Moël Bénin, il y en a tellement au niveau de la mouvance aujourd'hui. Il n'est pas il y en a au moins 4, je pense. Diogbenou n'est pas membre de cette formation politique. Non, je ne parle plus de Diogbenou. L'autre a quitté le BR pour l'UP, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, mais il peut faire encore la marche dans le sens inverse. Comment les acteurs du changement de la réforme peuvent être des transhumants politiques? Allez, d'autres visages qu'on découvre, toujours à la une de Dabarou ce matin. Oui, arrêté. Oui, c'est le BR, ministre d'État. Il fait l'effort de... C'est le numéro 2 normalement, au niveau du gouvernement. Oui, voilà un autre problème, un autre paradoxe dans ce pays. Quel est-il ce problème? La vice-présidente n'est pas numéro 2. Bon, c'est une parenthèse. Oui, c'est un... Alors que la vice-présidente est élue au suffrage universel. Oui, élue au même titre que le chef de l'État. Et elle n'est pas numéro 2. Oui, c'est un choix. C'est une incongruité. Non, c'est un choix. Alors, bref, Biotchane qui fait ce qu'il peut pour que le BR résiste aux tempêtes et dans une certaine mesure. Même si, il faut l'avouer, le parti LD fait beaucoup de mal au BR dans la partie septentrionale du Bénin. Et le BR risque de disparaître en 2026. Je ne veux pas être mauvais prophète. Mais si les éléments du BR ne font pas très attention, cette formation disparaîtra au même titre que le suivant, le parti FCB de Paul Roupin. Malheureusement. Allez, Paul Roupin, oui, qu'on découvre aussi donc, à la une du quotidien Dabarou ce matin dans ce classement des 10 personnalités qui ont le plus fait bouger l'arène politique béninoise en 2023, puis l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de RN désormais. Paul Roupin, malheureusement, a quelques acquis encore, les élus communaux qui sont là. Malheureusement, dites-vous? Oui, malheureusement, ou heureusement, j'allais dire pour lui. Et donc, il a intérêt à redoubler d'ardeur d'efforts, changer de fusil d'épaule, de stratégie pour résister dans le temps et pour avoir des élus en 2026. Autrement, progressivement, lentement mais sûrement, la formation politique tend vers sa disparition de l'échiquier politique, malheureusement. L'UDB est devenu Renaissance nationale. Oui, on a pu voir qu'avec les différentes élections, notamment pour la dernière élection de 2023, janvier 2023, malgré les efforts de la formation politique, ils n'ont pas réussi à avoir des élus. Et l'honorable Claudine Prudencio, malgré tout ce qu'on lui connaît, n'a pas décidé de quitter la mouvance présidentielle, quoique elle reçoit même des coups de ces personnes qui soutiennent le chef de l'État. Elle est encouragée au-delà de tout parce que à l'aide de la réforme du système partisan ne tient pas qui veut, mais c'est qui peut. On a pu voir que la formation devient maintenant Renaissance nationale. Espérons que dans cette perspective de Renaissance nationale, il y ait un nouveau management, un nouveau leadership, une nouvelle vision des militants de cette formation politique qui ont à cœur des résultats plutôt que les médias, les résultats immédiats, ce qu'ils gagnent dans une certaine mesure, mais des militants véritablement engagés pour cette formation politique parce que avec le temps, cette formation a une contrainte, travailler à avoir des élus en 2026. C'est très important.
On va finir par un mot concernant la commune d'Abomey. Quel avis, Laurent Roland Tonné, le grand jury, lancement officiel de la construction du siège de l'arrondissement de Toba, le cadeau de Noël du développeur Angelo Arondino, qui ne figure pas. C'est là, c'est bon. Permettez que j'ouvre la parenthèse. Dans ce classement des 10 hommes qui ont marqué politiquement le Bénin. Donc, Angelo Arondino, cadeau de Noël du développeur Angelo Arondino aux populations. Les 2 conseillers municipaux du BR, très fâchés pour n'avoir pas été invités. Bah, écoutez, c'est déjà bien de savoir que le siège de l'arrondissement de Toba sera construit parce que c'est l'un des vieux bâtiments. On a pu changer au niveau des autres arrondissements depuis, mais pour Toba, ça n'a pas été fait. Donc c'est une bonne nouvelle que de savoir que ça va être fait, en tout cas courant 2024. Maintenant, si les conseillers du BR de la localité, les conseillers BR de la localité n'ont pas été invités, peut-être que c'est une erreur de protocole. Il va falloir corriger ça à l'avenir. On ne va pas s'étendre sur les intrigues politiques des élus, ça fait le problème là-bas. Non, je voulais surtout qu'on s'attarde sur la qualité de développeur. Non, mais écoutez, quand on dit développeur, malheureusement, je me retrouve dans une situation où je dois critiquer quelqu'un que je connais très bien, que j'appelle même affectueusement Fofo. Mais j'estime que avec la SE de la commune d'Abomey-Clavier, le maire, ça ne va pas. Attendez, je ne dis pas qu'il y a problème entre les deux, mais tel que c'est conduit les travaux de la commune, non, ça n'honore pas l'équipe. Non, on n'en est pas du tout fiers. Vous avez vu le reprofilage des voies, ce qu'ils en ont fait? Non, c'est une bêtise. Permettez que je vous dise la vérité, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas bien. Et là, maintenant, on a voté un budget, on a lancé les travaux de reprofilage. Il y a des zones qui ne sont pas encore touchées à l'heure où je vous parle. Et ils ne vont pas le faire, ils vont décaisser les fonds et la pluie va commencer. Les problèmes de politique citoyenne vont s'empirer. Je crois que en son temps, moi je suis volontiers, je prendrai les images. En son temps, on vous confondra. Merci à vous, Laurent Roland Tonné.